collègues. La parole est à monsieur Pierre Dharréville pour la gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers et chers collègues, avant toute chose, je tiens à préciser que l'écriture de cette intervention que je m'apprête à prononcer n'a pas été déléguée à un cabinet d'avocats et que de votre côté, vous y ayez eu recours n'est pas fait pour rassurer sur vos intentions, c'en est même un symbole éloquent, le symbole d'un certain culte de la sous-traitance des responsabilités publiques. Or, nous sommes ici face à des enjeux majeurs, ceux du droit au transport, de nos déplacements, de l'énergie qu'ils consomment, des émissions qu'ils produisent. Vous parlez de mobilité pour décrire une réalité que vous croyez peut-être inventée et dont on se demande si elle ne souligne pas, par le truchement de cette langue un peu surfaite que l'on apprend dans des écoles de marketing, l'exigence d'adaptabilité des personnes qui semble être de mise sous l'empire du libéralisme. Je vous cite, vous, l'avocat de la défense, « Une évolution est ainsi nécessaire pour ajouter à cet État bâtisseur, à cet État organisateur, un État régulateur, un État qui permet, qui protège et qui prépare l'avenir, un État qui libère l'initiative des entreprises, qui leur permet d'innover sur le plan technologique et les aide à déployer ces innovations, covoiturage, information et billettique multimodale, véhicules en libre service ou autonomes, etc. » Fin de citation. Initiative des entreprises financées par des fonds publics. Toujours ce trouble obsessionnel compulsif de s'en remettre à la clairvoyance et à la vertu discutable du marché en diluant la responsabilité publique dans la confusion des acteurs. En guise d'État régulateur, on risque surtout au bout du compte de se retrouver avec un État croupier et pour finir par un État croupion qui n'est plus bon qu'à pondre des appels d'offres et des appels à manifestation d'intérêt. Promulguée à l'été 2010, la loi d'application des mesures du Grenelle de l'environnement n'a cessé depuis d'être foulée aux pieds. Elle fixait notamment comme objectif de faire évoluer la part modale du non-routier et non-aérien de 14% à 25% à l'échéance 2022. Presque 10 ans après la définition de cet objectif, la part du ferroviaire dans le transport de marchandises, qui était encore de 29,2% en 1985, a atteint péniblement les 10%. A contrario, la part modale du transport routier atteint 88% contre 82,6% en 2008. Loin des objectifs fixés, il s'agit donc de reculs significatifs. Face à ce constat, il y a besoin d'un véritable électrochoc. L'État doit prendre la mesure de cette tendance lourde, prendre ses responsabilités et organiser le rééquilibrage modal dans le transport de marchandises pour favoriser les modes de transport les moins polluants et les moins émetteurs de gaz à effet de serre. En réalité, même dans les mots, nous ne voyons pas réellement émerger cette ambition. Avec son nouveau pacte ferroviaire, le gouvernement a étendu au contraire cette logique mortifère de la concurrence libre et non faussée au transport ferroviaire de voyageurs, avec comme conséquence prévisible des réductions de capacité et d'offres dans de nombreux territoires, sans impulser les efforts tarifaires qui pourraient faciliter l'extension de son usage. On ne peut pas se plaindre d'un côté des émissions des gaz à effet de serre, des questions sanitaires liées aux émissions de particules, et d'autre part, se refuser à assumer le rôle qui revient à la puissance publique en la matière. Or, d'un côté, il y a les mots, et de l'autre, les actes. On a vu ce que donnait la casse des outils publics du fret ferroviaire, on a vu ce que donnait la libéralisation des trajets voyageurs en autocar, on a vu ce que donnait la réduction des investissements publics dans les infrastructures. Alors pourquoi étendre encore le désengagement de l'État sur les liaisons ferroviaires voyageurs? Pourquoi se priver d'outils d'intervention et de contrôle comme ADP? Pourquoi pratiquer des politiques ruineuses de privatisation comme celle des autoroutes? Pourquoi glorifier les modèles low cost qui détruisent les emplois et le service rendu? Pourquoi ouvrir les vannes des politiques européennes de dérégulation du marché des transports? Au fond, c'est à cause de ces choix que la politique de transport tourne depuis des années à la litanie des promesses non tenues et des rendez-vous manqués pour le quotidien et pour la planète. Mais tout le monde ne rate pas les rendez-vous, ainsi va la privatisation du monde. En des termes choisis, vous évoquez les transformations des modèles économiques dans le monde des transports, effaçant, dites-vous, la frontière entre démarche individuelle et réponse collective. Le numérique est capable d'améliorer nos vies. Il fait aussi prospérer des modèles coopératifs, collaboratifs, mais vous laissez, vous, prospérer une sorte de confusion qui blanchit l'ubérisation de ces méfaits.
car c'est bien le nom d'une nouvelle régression sociale et d'une jouissance arbitraire de l'espace public par des plateformes. Ubérisation. Qui peut garantir qu'en sortiront des réponses face aux enjeux considérables qui devraient nous occuper? Il convient, en revanche, d'affirmer ce que Bernard Bissinger appelait le droit à la ville, un droit face auquel la métropolisation forcée a montré ses insuffisances. Nous en savons quelque chose dans les Bouches-du-Rhône. À la lecture de l'exposé des motifs, on relève que l'ambition du gouvernement s'avère inférieure à celle pourtant déjà timorée portée par le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Et c'est pure rhétorique de balayer le nécessaire effort d'investissement par une priorité affichée à l'entretien auquel il ne devrait pas s'opposer. Cette impasse aura un coût écologique élevé. En dehors de la résorption des nœuds ferroviaires de certaines métropoles, de la poursuite des efforts de régénération concentrés sur le réseau structurant et de la réalisation de quelques grands projets déjà lancés, le rail en particulier est mis à la diète. Les besoins pourtant sont immenses. Dans mon territoire, autour du port de Fos et de Marseille, le transport des marchandises par le fer mérite des efforts considérables, tandis que le transport des voyageurs accuse de son côté un incroyable retard auquel l'État a largement sa part. Le gouvernement met en avant une hausse des investissements sur la période de 40%, dont vous oubliez de dire qu'elle survient après une période caractérisée par une chute importante des investissements, en conséquence notamment de la suppression de l'écotaxe. Et quand bien même un consensus de l'ensemble des acteurs concernés s'était dégagé à l'occasion des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures autour d'un financement ambitieux de ces infrastructures de transport. 15 milliards d'euros pour le quinquennat, avec l'objectif de tendre vers un financement à 22 milliards d'euros pour répondre à l'ensemble des besoins identifiés dans les territoires. Vous êtes encore et toujours en dessous. Outre la faiblesse des investissements, il est à craindre que vos choix viennent accentuer les déséquilibres territoriaux, l'inégalité d'accès au transport, le dumping social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental ne dit pas autre chose. Que lui répondez-vous ? Que lui répondez-vous quand il préconise de définir des normes sociales communes dans tout le secteur en organisant une concertation nationale avec les partenaires sociaux et recommande aux législateurs de veiller à assurer une protection sociale de qualité à chaque travailleuse et travailleur du secteur dit des mobilités? Que lui répondez-vous quand il recommande de prendre en compte pour l'évaluation de l'efficacité environnementale de chacun des modes l'ensemble des externalités transport afin d'encourager le report modal sur les plus vertueux? Que lui répondez-vous quand il suggère d'ouvrir la réflexion sur la contribution actuelle du fret routier? L'article 1er de votre texte transforme le droit au transport consacré par la loi Lottie de Charles Fitterman en droit à la mobilité dans une approche qui ne fait plus de l'accès au transport collectif et des préoccupations en matière d'aménagement du territoire des enjeux fondamentaux. Loin d'être anecdotique, ce changement sémantique, qui se veut porteur d'un changement de paradigme, vise à accompagner la mobilité professionnelle, une précarisation des salariés et un pouvoir accru des acteurs privés. Le secteur des transports n'est d'ailleurs plus envisagé qu'à travers le marché de la mobilité, entre guillemets, marché de la mobilité. Il s'agit donc d'envisager les choses depuis le prisme de l'individu et l'individualisation de la responsabilité, comme nous l'avons vu déjà sur de nombreux sujets. On peut douter que cette approche débouche sur la révolution nécessaire, sur la justice sociale dont, Madame la Ministre, vous avez parlé tout à l'heure et que vous avez invoqué, cette justice sociale et territoriale, avec un gros surligneur à la main. On peut en douter puisque l'État, désormais, trouve le moyen de se défausser plus encore. Il faudrait pourtant se donner les moyens de proposer des solutions dimensionnées pour répondre aux enjeux, cohérentes en matière d'aménagement et de réseau, innovantes en matière tarifaire avec des dynamiques de gratuité dont on a pu mesurer le succès sur un certain nombre de territoires, et je pense dans les Bouches-du-Rhône, notamment au territoire aubagnais. Comment le faire en tournant le dos au développement des transports publics, comme vous le faites, vous, en ouvrant à la concurrence le réseau Île-de-France? Le report modal est un enjeu central que vous refusez d'affronter alors que le secteur du transport est le principal émetteur de gaz à effet de serre, dont 95% est dû à la route. Au début du siècle, la part des salariés dont le trajet quotidien domicile-travail était supérieur à 1h30 avait augmenté de 12% à 16% en 12 ans, tandis que 2/3 des actifs travaillent hors de leur commune de résidence et que la moitié d'entre eux doivent effectuer une navette quotidienne supérieure à 15 km. Si la mobilité est mieux assurée en zone urbaine, quoique, cela
n'est pas toujours vrai, et j'en sais également quelque chose depuis la métropole où je suis élu. Cela n'est pas donc toujours si vrai. Elle demeure victime, cette mobilité, de la congestion routière et contribue largement à la pollution atmosphérique, ce qui conduit régulièrement la France à ne pas respecter les limites d'émissions de polluants atmosphériques au sein des agglomérations. La pollution de l'air, dont les transports sont aux 3/4 responsables, représente donc un véritable fléau sanitaire. Entre 42 000 et 45 000 personnes meurent prématurément à cause des particules fines. Elle représente également des dépenses qui se chiffrent en milliards et que nous pourrions investir dans la révolution des transports. C'est un enjeu que connaissent bien les habitantes et les habitants du pourtour du golfe de Fos, et c'est un enjeu majeur. Il y a urgence, il faut agir. Nous proposerons des amendements afin de réinscrire le transport dans une perspective publique, collective et écologique. Vous faites comme si les solutions de mobilité émergentes et le modèle des start-up pouvaient tenir lieu de services publics et de politiques publiques. Nous proposons de confier aux autorités organisatrices des mobilités le report modal vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives. Nous proposons de développer la gratuité totale ou partielle des transports urbains et de commencer par la mise en œuvre de la gratuité des transports scolaires. Nous proposons le versement obligatoire du forfait mobilité durable par les employeurs et la prise en charge totale des frais de transport collectif urbain pour les personnes au SMIC. Une large majorité s'accorde aujourd'hui sur l'urgence écologique. Cette urgence appelle parfois un débat sur les solutions, sur les transitions, sur les mutations nécessaires. Mais il faut sans attendre prendre des dispositions concrètes qui nous placent collectivement en maîtrise des enjeux. Car c'est le sentiment de ne pas avoir de prise, le spectacle d'un renoncement à agir qui est insupportable. Votre discours sur la mobilité, en l'espèce, ne saurait y remédier. Surtout lorsque la mobilité est davantage une réalité subie qu'une réalité voulue et se fait l'espace de nouvelles inégalités sociales. Avec d'autres, le sociologue Christophe Mink soulève ces interrogations. L'ultramobilité ne relève-t-elle pas trop souvent de l'injonction à la modernité? Ne devient-elle pas une fin en soi, dans un monde où la norme serait le mouvement perpétuel? Est-elle toujours une liberté ou ne se commute-t-elle pas en une servitude insoutenable au plan individuel comme collectif? Votre politique fait l'impasse sur ces interrogations nécessaires. Votre mobilité s'apparente à la fuite et par là même relève du délit de fuite. Fuite devant la responsabilité de la puissance publique, fuite devant l'urgence climatique, fuite devant l'exigence de repenser notre rapport à la mobilité et nos modes de vie pour les adapter non pas aux besoins du capital, mais aux aspirations à l'émancipation et aux soins de la planète. Vous l'aurez compris, nous ne vous suivrons pas dans cette cavale. Merci. La parole est à Monsieur Demy.